Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. J'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à développer leur carrière artistique. Dans ce podcast, je reçois à mon micro des artistes expérimentés avec lesquels je discute à bâton rompu pour connaître toute la réalité de leur métier d'artiste visuel au quotidien avec ses hauts et ses bas. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Célia. Et bonjour Christelle. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Petites Confidences entre artistes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Célia. Merci d'avoir accepté mon invitation, Célia. C'est moi qui te remercie. J'espère que tu vas bien. Écoute, je vais bien, humide, Ouais. mais avec Bon. la pluie, eh ben, tout va bien. Je pense que je Ah suis pas ouais, la seule. non, c'est la mauvaise Oui. période. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas mal de questions à te poser. T'as une vie d'artiste bien remplie, bien pleine de tout un tas de projets. Donc, je suis pressée que tu nous racontes tout ça. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu veux bien te présenter et nous présenter un peu ton univers artistique, s'il te plaît? Eh bien, je m'appelle Célia Gouveia, que je suis brésilienne ou franco-brésilienne, vu les 25 ans que je suis en France depuis. Et mon univers artistique, c'est tout ce qui me traverse le chemin, la peinture, la sculpture, le modelage. Sur des différents matériaux et c'est juste ce que j'aime faire le plus dans la vie, c'est créer. Voilà, je pense que ça résume. J'aime bien ton univers. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu globalement toute ta carrière d'artiste, parce que ça fait donc maintenant des années dont c'est ton métier. Qu'est-ce que tu as mis en place pour faire avancer cette carrière? Qu'est-ce que tu as fait pour faire avancer cette carrière de façon globale? Et je dirais que c'était les jours au jour. Je suis quelqu'un qui vit très souvent dans le présent. Je pense que la chose qui m'a fait avancer le plus, c'était le fait de dire ce que j'allais faire, de le faire et ensuite de montrer. Ok, ça, C'est-à-dire que C'est-à-dire que je suis pas restée sur le je veux faire ça et j'ai attendu de pouvoir le faire. J'ai dépassé mes propres limites en fait à chaque fois. ok. Et c'est ça, tu penses, qui t'a fait avancer et en arriver là où tu es aujourd'hui? C'est de faire et d'avoir des projets ambitieux et d'aller au bout de ces projets-là. C'est-à-dire que même si je ne suis pas allée au bout de certains projets pour des difficultés qui se sont présentées parce que c'est notre vie d'artiste, c'est un choix que j'admire tous les artistes qui le font et moi y compris parce qu'effectivement et il faut quand même avoir le courage de faire un choix artistique. Euh, je pense aussi parce qu'on ne sait pas ce que c'est d'être un artiste quand on décide d'être artiste. Le chemin est long et il y a beaucoup d'ébauches. Mais pour moi, l'important, c'était d'avancer. Et pour moi, avancer, c'est être dans le concret, c'est-à-dire, c'est pas d'attendre de pouvoir le faire, c'est de le faire pour pouvoir avancer. J'adore, parce que c'est vrai que souvent on se dit, ah oui, mais là je peux pas, je le ferai plus tard parce que là je peux pas pour telle et telle et telle et telle raison. Et on a plein de très bonnes raisons. Mais en réalité, ben, dans 6 mois, dans un an ou dans 3 ans, ben, il y aura d'autres bonnes raisons qui font qu'on ne pourra pas le faire non plus, ce projet-là. Donc, je trouve que c'est une belle philosophie de vie globalement. Et effectivement, pour développer ta carrière d'artiste, parce que comme tu le disais, il faut quand même on se rend pas compte de ce que ça représente que d'être artiste et d'en faire un métier. Donc je Oui, pense que c'est une belle philosophie, ouais. Est-ce c'est-à-dire que le fait de se donner les moyens de créer, ça te donne les opportunités de montrer. Et plus tu crées, plus tu as la possibilité de montrer ce que tu fais, plus tu t'es construit aussi bien en tant qu'artiste. Et pour moi, ma carrière artistique est un outil, parce que c'est un outil pour moi. C'est un outil, aujourd'hui je peux le dire, mais au début on ne sait rien. Mais on les construit tous les jours, on les fabrique tous les jours, cette carrière, ces parcours.
qui pour moi est un parcours qui va bien au-delà que tout simplement créer des œuvres d'art. Aujourd'hui, je le sais et je le sais très bien et je suis très honorée par le courage que j'ai eu d'avancer ce séchement, euh, pour ainsi dire, par rapport à ce qu'il m'a apporté. Je ne parle pas seulement des moyens financiers aujourd'hui. Je parle que ça va bien au-delà de ça. J'adore. Du Mm. coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus dans le détail ce que tu as fait? Alors, on peut peut-être parler de ce gros projet artistique sur lequel tu as travaillé très longtemps et sur lequel je pense qu'il c'est un fil rouge, pardon, dans ta vie d'artiste, qui est le projet Yes to Life. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer d'où c'est venu dans ta petite tête là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et puis après, qu'est-ce que tu projetais sur ce projet? Quelle était ton ambition là-dessus? Et puis ce que tu en as fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, s'il te plaît? Ok, c'est un projet qui a été très long dans ma carrière et qui a été très intéressant, qui m'a apporté beaucoup de choses, mais qui en même temps, comment dirais-je, il m'a demandé beaucoup de temps, il m'a beaucoup appris, mais qu'il est né comme ça. Il est tombé sur moi, les dieux sont tombés sur ma tête, tu vois, tu peux penser. C'est tombé sur moi parce que moi je suis une passionnée par la vie, je l'ai toujours été, c'est une surprise pour personne. Et donc, cette manche, un jour, j'étais chez un ami sur la Côte d'Azur, qui avait une propriété avec une piscine et tout ça. Il me demande comment tu verrais une sculpture devant ma piscine, etc. Et je me suis promenée un petit peu dans sa propriété où il y avait une végétation magnifique avec beaucoup d'oliviers, etc. Et là, j'étais bien et je dis, ici, c'est un endroit où tu es en paix, tout va bien. Tout va bien. Ok, tout va bien. Et donc, j'ai vu ces symboles, tout va bien. Et il m'a dit, prépare-moi une maquette, et tu montreras ça, je verrai bien. Bon, moi, je suis rentrée à l'atelier, j'ai préparé la maquette de suite, une petite maquette. Bien sûr, il n'a pas, comment dirais-je, il n'a pas suivi les projets, il n'a pas pris, donc la commande, mais je lui dis, ça, je dois faire quelque chose de ça. Et de la petite maquette, j'ai fait une maquette plus grande. Pourquoi je l'ai fait? Parce qu'effectivement, étant quelqu'un des passionné par la vie, oui à la vie, donc je l'ai appelé oui à la vie, c'était une façon d'imprimer quelque sorte cette oui à la vie que je portais moi. Donc je dis, je vais le faire. Et je le fais en format 50 centimètres. Ensuite, je le fais sur 2 mètres 20. Et ensuite, je le refais sur 1 mètre 20. Donc, je l'ai fait de différentes façons. Et pour couronner la chose, je lui dis, celle que j'ai fait en 1 mètre, 2 mètres 20, que je l'ai fait, c'était vraiment une sculpture, sculptée sous la pierre, sous de dur. Je lui dis, celle-là, je l'ai fait en bronze. Et donc, c'était l'année de mes 36 ans. Et je lui dis, ça sera mon cadeau d'anniversaire. Je Ah, savais pas comment j'allais m'offrir, mais j'allais me l'offrir. Bref. Donc, c'est pour revenir à ce que je te disais, quand je voulais faire quelque chose, j'y allais et je faisais. C'est toujours la même chose aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et donc, euh, et donc, je l'ai sorti du bloc des mètres 20, peut-être 3 ou 4 mois des sculptures non-stop. Ensuite, au bout de 6 mois, j'avais mon bronze disponible, lesquels j'ai exposé partout sur la Côte d'Azur, notamment Monaco, Nice, Saint-Tropez, enfin, et ben, voilà. Donc, comme je n'avais pas de galerie qui me représentait à l'époque, étant donné que j'avais moi aussi une galerie à Nice, Yes to Life, je l'ai créé là-bas, j'avais beaucoup de mal à rentrer dans les galeries niçoises aussi à cause de ça. C'est toujours difficile d'avoir une vitrine et en même temps être représenté par quelqu'un d'autre dans la même ville. Donc, je suis allée un petit peu directement taper sur les portes et je suis arrivée à Nikki Beach, par exemple à Saint-Tropez. C'était le début de l'été 2000, je sais pas, 2006, quelque chose comme ça, ou 2007, je ne me souviens plus. Et j'arrive, je vais voir les directeurs de la plage et je lui demande si je peux exposer pendant l'été ma sculpture là-bas. Donc, Nikki Beach, c'est là par où passe toute la
Mm, La masse, voilà, les grands de ces mondes, pour dire les choses ainsi. Bon, chacun prend ça comme il veut. mm. Et donc, il a dit oui, il n'y a pas de problème. Et il a accepté d'accueillir ma sculpture à Nikki Beach, qui a passé 3 mois sur Saint-Tropez. Et de là, il a eu plein d'autres choses, bien sûr, qui se sont donc décantées, d'autres branches qui m'ont amené ailleurs. Suite à cette expo-là sur Nikki Beach, Oui. et est-ce que ça t'a déclenché des ventes? Alors, des ventes, pas celle-là. La grande, non, je l'ai jamais vendue, la grande. Elle a toujours exposé la grande sculpture. Mais je voulais aller au-delà de la sculpture toute seule. Et c'est là où je dis, qu'est-ce que je vais faire de cette sculpture? OK, où il y a la vie, c'est où il y a la vie, c'est imprinté là-dedans, c'est imprimé, OK. Mais je fais quoi maintenant? C'était trop limité. Donc là, je me suis emparée du symbole de la main, qui était ça. Donc je suis allée faire des recherches sur les symboles. Et à partir de là, il y a eu une batterie de choses qui se sont passées derrière. Et vraiment, c'est passé à un projet conceptuel et c'est vraiment gigantesque ce que c'est devenu. Et, je suis restée pendant 3 ans ou 4 ans sur la côte d'Azur. On parlait partout où j'allais. Je connaissais beaucoup de monde à l'époque, c'est vrai. J'étais bien entourée, on va dire, du côté culturel, artistique et social sur cette région. Donc, partout où j'allais, tout le monde connaissait Yes to Life, parlait Yes to Life, parce qu'on ne disait plus Chine, on trinquait en disant Yes to Life. Et Ah j'avais ouais. vraiment beaucoup, beaucoup bougé, fait bouger le Yes to Life. Donc, j'ai eu pas mal d'articles de presse. Et ça venait à moi tout seul. Je ne me dis pas comment je fais, j'ai rien fait. Mais C'est fou, hein. effectivement, Bah, tu n'as pas rien fait parce que tu vois, t'es allé solliciter ce propriétaire de plage privée pour lui proposer et peut-être que tu as fait d'autres démarches aussi comme ça, oui, non? il y a eu d'autres démarches qui ont été faites, bien sûr, Moi, en fait, parmi elles. pour ces démarches-là, tu allais un peu au culot. Bonjour, j'ai quelque chose à vous proposer, et voilà, ou c'est par connaissance de connaissance, comment tu as Non, fait? non, là, c'était au culot. Là, je dis, allez, j'y vais. Parce elle avait été exposée à Nice, dans un hôtel aussi, sur une hôtel plage. Après, elle avait été exposée à Monaco pendant une journée du patrimoine. Parce que je faisais partie d'un groupe à Monaco, des artistes de l'UNESCO, que je ne fais plus partie aujourd'hui puisque je suis partie de la région. Donc, ils faisaient pas mal d'expositions collectives. Donc, j'ai fait beaucoup d'expositions collectives internationales, etc., dans la région également. Et j'ai eu pas mal d'articles de presse autour de cette sculpture aussi, et du projet donc, qui a été créé avant. Comme j'ai beaucoup, beaucoup communiqué, c'est vrai que là-dessous, je dis, je suis pas vraiment une bonne communicatrice, je suis pas très bonne en com, mais si quand même. Donc Bah ça oui. a fait son chemin et en fait, les gens, elle était connue dans la région, on connaissait bien ces projets. Et effectivement, ça ouvre des portes ou pas. Mais c'est vrai que après, le projet, il était magnifique, mais très ambitieux. Très ambitieux au niveau création, matériel, mettre en place le projet lui-même, au niveau, comment dirais-je, logistique, mais Mm, aussi au niveau budget. mm. Donc, pour moi, c'était vraiment. Je voulais absolument, et je me disais, ces projets, il est venu à moi, c'est parce qu'il faut que je le mette en place. C'était vraiment ces côtés Yes to Life, mais c'est quoi Yes to Life? Oui, il y a la vie, mais oui, il y a quelle vie? C'était toujours ça. Le fil conducteur de ces projets était d'amener les gens à se questionner quelle vie ils veulent vivre, quelle vie ils veulent qu'est-ce que c'est dire oui à la vie? C'est Mais, quoi? Quelle mais, vie du je coup, veux vivre? quel était ton projet? Quand tu dis que c'est un projet super ambitieux, qu'est-ce que tu ambitionnais justement avec ce projet-là, Voilà. au-delà de juste exposer tes créations, qu'est-ce que tu voulais faire? En fait, il y avait le projet, en réalité, il est devenu un projet conceptuel où il y avait une pièce noire complètement miroitée à l'intérieur. À l'intérieur de cette pièce, c'est une pièce qui faisait 35 mètres carrés à peu près. C'était une espèce de boîte noire. Et en fait, tout avait un lien, tout avait une symbologie. La boîte noire était pour moi considérée un peu comme les boîtes noires des avions.
mais aussi faisait un appel au cercueil, ça faisait un appel aux religions, à la Mecque, ça faisait appel à beaucoup de choses, mais ça faisait appel aussi à notre intérieur, c'est-à-dire qui est-ce qui va vouloir bien rentrer dans cette boîte noire, dans sa boîte noire, pour se Mm. poser cette question-là. Et en fait, il y avait un côté éveil de conscience très puissant dans ces projets. Donc, en réalité, il est très actuel. Mais c'était tellement colossal parce que dans ma tête d'artiste ambitieuse, je voulais, le but du projet était d'avoir une de ces boîtes exposées au même temps dans chacun des continents. Donc, tu vois l'histoire? Je vois bien. Donc, si tu vas à l'intérieur de la boîte, quand tu rentrais dans la boîte, de l'extérieur, tu voyais juste une boîte noire. Et quand tu rentrais dans la boîte, à l'intérieur, comme tout était miroité, tu rentrais dans un espace cosmique où l'image miroitée des sept sculptures, plus une sculpture holographique qui était à l'intérieur, qui bougeait, qui représentait la main gauche ouverte et pas du tout la main droite comme ça. Ok. Donc, on voyait jusqu'à ton œil ne pouvait plus voir. Donc, on Euh, rentrait dans un monde, dans le monde de tout est possible. J'adore. Et ces mondes de tout est possible, c'est notre propre monde intérieur, c'est-à-dire toutes les connaissances que nous portons en nous, mais qui, en fait, nous l'ignorons, tout simplement. Et Et du coup, ce projet-là, alors, tu me disais que t'avais pas été, ça n'a pas été au bout comme tu l'avais imaginé. Mais alors, j'ai deux questions par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire, du coup, que t'es déçu, mais ça t'a quand même ouvert des portes, d'autres portes sur d'autres projets artistiques d'avoir monté ça? Et puis l'autre question qui me vient aussi, c'est est-ce que, comme tu as été connu à fond autour de ce projet-là, est-ce que ça t'a pas enfermé autour de ça et t'as pas eu du mal à changer et à retrouver un autre univers artistique, même si c'est de la sculpture toujours, mais à sortir de ce Yes to Hmm. Life? Oui, c'est très possible, là, ce que tu dis de m'enfermer. Je me suis enfermée un peu là-dessous. Oui, il m'a apporté énormément. Au bout de 15 ans d'ouvrage autour de ma volonté, parce que, bon, bien sûr, il y avait ma volonté des femmes d'être humanistes, de tous ces côtés-là, mais bien sûr, il y avait aussi l'envie d'avoir aussi une certaine, on va dire, visibilité où l'ego il prenait aussi sa place, bien sûr. Je vais pas me mentir. Ce qui est normal, à un certain moment, on y passe tous par là. Oui, ça m'a apporté énormément de choses. Ben, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans et demi des propagandes, des publicités, enfin, de tout ce que j'ai vu communication autour de ces projets, il y a eu donc l'apparition de ma fille, Victoria, que je considère faisant partie de ces projets. Et je pourrais même dire, ces projets, d'une certaine façon d'être pour qu'elle existe. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait trop compliqué et trop long. Mais il y a déjà ça. Et c'était pas chose simple, à ce moment-là dans ma vie. Mais c'était en quelque sorte une façon de me remettre sur mon droit chemin. Mmh. Et oui, de me remettre sur mon droit chemin, que je le connais bien, qui était plutôt un chemin artistique toujours, mais aussi un chemin personnel et spirituel également. Donc, Yes Life m'a appris énormément aussi là-dessous. À un moment donné, je me suis dit, j'ai essayé de le remettre en état à Bordeaux, j'ai essayé de le remettre sur la route. J'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui auraient pu m'accompagner, mais c'était tellement colossal que chaque fois, les gens ne tenaient pas le coup. C'était trop gros, en fait. Et c'était, voilà, c'était assez compliqué pour aller au bout. Et à un moment donné, je dis, peut-être que là, il est possible que je n'ai pas compris exactement le sens de ces cadeaux qui m'a été fait. Mmh. À un moment donné, je me suis dit ça. Et je lui dis, je vais le mettre de côté pour l'instant. Je le mets en stand-by parce que de toute façon, c'est un projet
qu'on peut les sortir du terroir à n'importe quel moment, puisqu'on on vit exactement ce qu'on vivait il y a 20 ans, Hmm. on vit aujourd'hui, mais puissance 10. Donc, il est toujours d'actualité et je dirais, il est même encore plus d'actualité concernant la question du oui à la vie, mais voilà. Laquelle? Tu Ouais. vois, parce que je pense qu'aujourd'hui, la question des oui, qu'est-ce que ça veut dire oui à la vie aujourd'hui? Pourquoi je dirais oui à la vie? Mais pourquoi je dirais oui à la vie quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, en dehors de nous, etc. Donc, je pense que c'est le moment le plus important pour répondre à cette question. Donc, effectivement, c'est un projet qui restera d'actualité. Bref, je l'ai mis quand même de côté. Et ces moments-là, c'est un moment aussi où j'ai voulu changer et sortir du côté sculpture très figuratif. Et là, j'ai eu un autre cadeau, que c'était le cadeau d'une image que je voulais explorer depuis très longtemps, que c'était l'image du cœur. Ça faisait plus de 15 ans que je voulais aussi travailler au-dessus des images. Et là, c'est les âmes-cœurs qui sont nés, donc en sculpture toujours. C'est vrai que j'ai vu aussi ce projet passer. Pendant toutes ces années, alors tu as œuvré pour faire vivre ce projet Yes to Life et ensuite les âmes cœurs. Mais je sais que tu as, du coup, tu as participé à des expos collectives, à des salons aussi. Mhm. Alors, je relis mes notes pour pas dire de bêtises, mais la Biennale d'art contemporain à Florence et le Grand Marché d'art contemporain à Bastille, entre autres, j'imagine. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience sur ces salons-là? Pourquoi tu as choisi ceux-là déjà? Et puis, comment ça s'est passé pour toi pendant ces salons? Oui. Alors, les salons, comment dire? J'avais fait le salon à Paris quand j'étais à Paris, parce que au début j'étais à Paris, après je suis descendue sur la Côte d'Azur. À Paris, j'avais fait plusieurs salons. J'avais fait, c'était à l'époque, c'était le marché d'art contemporain qui était à la mode, donc il faisait Bastille, Chambéry, enfin plusieurs endroits dans Paris. Donc je les avais fait comme ça. J'ai compris que pour moi, mais je dis bien pour moi, c'était pas, ce que je faisais n'était pas des œuvres qui s'y vendent facilement dans des salons. Donc, et ça, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre quand La on, vision quand on pour quelle... investit. Hmm. Pardon, excuse-moi, Célia, je t'ai coupé plusieurs fois, Je mais t'en prie. je voulais te dire pour quelle raison, toi, ce que tu faisais ne se vendait pas dans les salons. Alors, dans les salons, ce que j'ai exposé, j'avais exposé des sculptures en bronze, c'était des petites pièces en bronze que je faisais à l'époque. Ça, oui, ça marchait bien. Mais pour la peinture, ce que je faisais, c'était trop, euh, comment dirais-je, ça dérangeant. C'était dérangeant. Et c'était bien, c'était visiblement, les gens y voyaient, ça touchait les gens, mais ça ne se vendait pas. Donc, c'est ça, il faut savoir quand on fait, on sait à quel public on peut toucher. Mais dans les salons, c'est plus ou moins difficile. J'avais la peinture que j'avais exposée à Florence, j'avais fait une peinture express, c'était une peinture de 3 mètres par 2. J'ai mis un an à accoucher ce tableau. C'est un tableau magnifique, je l'adore, je l'ai toujours, je le garde dans ma collection, je l'ai pas mis en vente, je le vends pas. Et parce que ça faisait partie des enfants de la rue, parce qu'à l'époque, je peignais beaucoup, je faisais beaucoup de portraits d'enfants et donc je suis partie au Brésil, je partais au Brésil, je faisais des photos, j'étais dans les associations, j'ai rencontré des enfants, je les interviewais, je faisais des ateliers, enfin, j'ai fait beaucoup de choses dans ce sens-là et je les peignais après. Donc j'avais fait ces tableaux que j'avais exposés à la Biennale de Florence. C'était une très belle expérience. C'est une belle biennale, c'est une belle exposition dans un lieu magnifique et puis Florence, quoi. Mais à vrai dire, après ça, j'ai un peu arrêté les salons parce que, voilà, pour moi, je me suis dit, alors est-ce que j'avais raison ou j'avais tort, je ne sais pas. C'est beaucoup d'investissement. Ça coûte une blinde. Et, et puis pour moi, personnellement, je n'ai jamais vendu dans un salon. Donc, alors, est-ce que je faisais pas la communication comme il faut? Parce que c'est que en étant un participant des choses qu'on va comprendre aussi, quels sont les choix que chacun doit faire. En fait, c'est ça. Faut reconnaître dans ce qu'on fait. Je dis ça pour les autres artistes, mais je parle de moi, mais ça va servir à l'autre. Il faut se dire, voilà, est-ce que ce que je fais, dans quel cadre ça va fonctionner plus?
Est-ce que ça va fonctionner plus dans des salons, dans des galeries, dans des associations, dans des collectifs, euh, pour pouvoir cibler un petit peu ce qui va fonctionner le mieux. Moi, Toi, quand tu as, alors, du coup, merci, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Deux questions, du coup, me viennent. Toi, comment tu as su où ça fonctionnait pour toi? Ça veut dire, tu as fait, j'imagine, tout un tas de tests. Et du coup, pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne? Voilà, c'est mes deux questions. oui, c'est intéressant. Alors, il faut dire que étant, comment dirais-je, ayant justement cette approche avec une peinture était à l'époque très figurative et qui était très provocatrice parce que c'était une époque où je voulais absolument que les gens voient la détresse des enfants, mais c'est des choses qui se faisaient un peu partout. Moi, je le faisais sur des grands panneaux, des grands formats, etc. Euh, Peut-être que c'est moi qui me suis convaincue que ça ne marchait pas. Mais c'était peut-être par un manque d'assurance que j'avais à l'époque par rapport à ça. C'est Mm, mm, possible. mm, mm, Tu vois ce que je veux dire? carrément. Parce que ça, c'est pas toujours simple de s'assumer. Au début, c'était au début de ma carrière, d'assumer. Pourtant, j'avais quand même fait des expositions. Ma première exposition, j'avais fait dans une banque, dans une banque à Boulogne. Et je l'avais fait, et c'était ces enfants-là, c'est des portraits, j'en avais une douzaine de grands formats. Et je les fait, j'ai pas mis en vente. J'ai exposé, mais j'ai pas mis en vente les tableaux. Suite à ça, j'en ai eu des contacts et j'en ai vendu 5 ou 6 tableaux juste après l'exposition. Ils sont venus dans mon atelier à Paris, ils m'ont acheté des œuvres. C'était ma première exposition. Et parce qu'ils avaient vu dans la banque tes portraits, hein, c'était des gens. Oui, ils sont venus à l'exposition et ils ont pris Mm. contact. J'en aimerais bien venir à votre atelier. Et suite à ça, finalement, j'en ai vendu plusieurs tableaux d'un coup. Et donc, comme quoi, c'est très relatif. C'est difficile. C'est jamais, voilà, blanc ou noir. Euh, voilà. Donc, Qu'est-ce que tu as testé d'autre? Donc, tu as fait, là, tu parles d'une expo dans une banque qui était le début de ta carrière. On a parlé des salons. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as testé d'autre? Tu as fait des expos collectives internationales aussi, tu nous disais, dans le Sud-Est. Est-ce que tu as déjà été représenté en galerie, du coup? Est-ce que tu as fait des partenariats avec des entreprises? oui, alors les entreprises, pas beaucoup. J'en ai fait, alors à Monaco, j'avais exposé pas mal dans des centres commerciaux, des fois, des allées comme ça. Après, j'en ai participé à Arpadu aussi, ça c'était en Italie, c'était des salons, à Monaco, beaucoup d'expositions collectives dans le sud, mais je vais pas te citer parce que Non, non, bon, non. Non, mais c'est ce qui est en intéressant, c'est Grèce, j'ai exposé en Grèce, donc j'ai exposé en Italie, j'ai exposé enfin, en Europe, voilà. Mais, mais souvent, sur des expositions collectives, j'ai une seule galerie qui m'est présente qui est dans le Var, qui m'est présente depuis une dizaine d'années, la galerie Bedington. Et je n'ai jamais vraiment, si j'en ai exposé à Nice aussi, il y a eu d'autres galeries dont j'ai exposé, bien sûr, dans des expositions collectives, etc. Mais c'était ponctuel. oui, Je oui, n'ai oui, là, jamais été représentée, on va dire, à part la galerie Beddington. Je n'ai jamais été en permanence dans une autre galerie. J'avais un problème avec ça. Pourquoi? Parce que ma peinture, notamment, elle changeait du jour au lendemain, quoi. Je faisais des séries qui étaient très différentes les unes des autres. Parce que je n'ai toujours fait qu'à ma tête. Je n'ai jamais su faire qu'est-ce que je voulais faire. Et ça a toujours été comme ça depuis toujours, quoi. Dans tous les domaines de ma vie, je vais dire. Donc, du coup, comme les séries, elles étaient très différentes les unes des autres, c'est impossible pour tenir ça. Les galeries, ils veulent pas ça. Ils veulent un artiste qui commence avec un trait et qui finit peut-être avec des traits, mais pas plus. Et je suis pas du tout comme ça. Moi, c'est fou. Je reviens en arrière, je recommence. Je m'amuse. Là, c'est ok, je ne suis ni riche ni célèbre, mais ça, c'est absolument pas un problème pour moi. Mais j'apprends beaucoup avec ce que j'ai fait et je m'éclate. Et pour moi, c'est en fait la chose la plus importante.
Et du coup, aujourd'hui, comment tu fais pour vendre tes créations? Je veux dire, ça passe par toujours des expos collectives ou maintenant tu as quand même un réseau assez développé et donc voilà, des gens dans ton réseau qui t'achètent régulièrement. Comment tu fais? Oui, alors ce qui est très drôle, c'est que j'ai quand même pas mal vendu hein, dans toutes ces années. Et j'ai toujours, c'est pratiquement mes propres clients en fait qui m'achètent. Et, et c'est toujours, qu'à chaque fois que je fais une exposition, que ça soit une exposition, j'ai fait beaucoup d'expositions privées aussi, chez des gens, dans des appartements ou dans des cabinets médicaux, dans des lieux en fait hétéroclites qui passent comme ça des expositions éphémères. Et ça marche aussi pour moi, ça marche bien. Mais bizarrement, ce sont toujours mes propres clients, c'est les gens que je connais qui m'achètent. C'est rarement des personnes que je ne connais pas. Maintenant, j'ai passé les caps et je mets des œuvres en vente dans des galeries en ligne. Et ça marche un peu. Ça marche parce que le nombre de fois que tu as vu dans les galeries en ligne par rapport à une galerie normale, c'est même pas, il y a même pas photo, quoi. Oui, Il le y a nombre un de fois où mois, tu... il y a 30 000 personnes, 40 000 personnes qui passent sur ta galerie. Oui, être vu, oui, mais vendre après, c'est encore autre chose, hein. Oui, je vends un peu, je vends. Un peu. Tu Donc veux après, tu nous as dire? des tableaux qui partent en Europe. Eh ben oui, c'est Ça ça. peut aller de n'importe où dans le monde, c'est bien organisé. Ça, c'est intéressant parce que t'as qu'à préparer ton tableau, ils viennent chercher chez toi et puis ce sont eux qui s'occupent de tout le reste. Tu veux nous dire sur quelle galerie tu es ou c'est Là, je suis confidentiel? sur Singulart. Ouais, d'accord. Alors, en parlant du coup de galerie en ligne, tu as aussi un compte Insta et un site web. Comment tu les utilises? Est-ce que c'est aussi une source potentielle de nouveaux acheteurs ou comment tu utilises les réseaux sociaux, par exemple? Alors, c'est vrai que comme je te dis, je suis une mauvaise en com. Donc, je poste beaucoup ce que j'ai fait, mais c'est vrai que en fait, je sais parler de mon travail, mais je ne sais pas les mettre en évidence au niveau de la vente. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Voilà. Donc, j'ai jamais su faire ça. Donc, les choses, elles viennent à moi comme elles viennent parce que ça doit être comme ça. Mais je ne suis pas une experte en commerce d'œuvres d'art. Et surtout pas les miennes. Les Oui, tiennes, à la limite, je vais c'est bien les ça. vendre, mais alors les miennes, c'est plus compliqué. Enfin, bref, donc là, c'est vrai que je suis, donc ce que tu vois derrière moi, là, le tableau que tu vois derrière moi, il part, je l'expose au Grand Palais, là, au mois de février prochain. Il va être exposé au salon de la peinture à l'eau. D'accord. Je suis contente pour ça. C'est la première fois où j'ai fait une démarche comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de salons où on peut s'inscrire, on peut faire ces genres de salons qui sont quand même intéressants par rapport au niveau de la visibilité. Et donc, c'est sur commission, donc ça vaut toujours le coup d'envoyer un dossier, voir s'il y a une possibilité d'exposer. Ça, je dis ça pour les artistes qui m'écouteront éventuellement. Mais moi, j'ai mis longtemps parce que je suis lente, je suis tranquille, je fais comme ça. Et j'ai mis longtemps à me dire, tiens, je vais voir ce que ça donne. Et là, cette année, je vais envoyer j'ai envoyé 4 ou 5 offres et ils ont choisi celle-là. Donc il a été pris. Je suis contente. Ça me fait voilà, une semaine à Paris, sympa, et ça me fait avoir une œuvre exposée au Grand Palais. Salon des indépendants, c'est quelque chose. Ils sont là, il existe depuis 300 ans, donc voilà, on va dire que. C'est top. Mais Mais pour revenir sur Instagram, toi, tu publies souvent. Qu'est-ce que tu l'utilises comment, du coup? Tu mets quoi dessus? alors Instagram, j'ai publié souvent, oui. Alors j'ai publié ce que j'ai fait, ce que j'ai créé au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est un support où je l'utilise pas autant, enfin, c'est l'un dans l'autre en fait, parce que c'est toujours la question qui m'a toujours aidée depuis toujours, en toute ma vie, c'est cette question de l'ouverture des consciences. Ces dernières années, on a vécu tellement de choses, on va dire, complexes dans tous les sens.
et pour tout le monde. Et, et donc, j'aime bien utiliser le mot avec la peinture. Donc, c'est vrai que cette dernière série qui parle de la cellule, c'est une recherche que je fais autour de la cellule, dédoublement ou la duplication cellulaire. Ok. C'est un ouvrage aussi très intéressant pour moi parce qu'il m'a ouvert beaucoup on va dire, l'esprit Mhm. en bien des choses. Et donc, j'aime bien l'utiliser comme ça. Mais à partir de là, j'ai des contacts aussi. J'en ai eu des ventes par Instagram comme ça parce que les gens aiment ce que j'ai fait et qui me contactent et qui me font la demande, Top. etc. Mais Génial. c'est pas énorme. Non, oui, oui, je me doute. Non. Et justement, on parle de la présence en ligne et des ventes potentielles sur Insta. Tu disais aussi que tu avais eu un atelier galerie dans le Sud-Est et aussi également un sur Bordeaux. Oui. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que ça apporte d'avoir un lieu physique? Euh, enfin, tu vois, maintenant, aujourd'hui, tu me disais que tu n'en avais plus. Bon, peu importe les raisons, mais que tu n'en avais plus aujourd'hui. Est-ce que tu vois la différence en termes de relations et d'entretien de relations avec, avec les personnes qui aiment ce que tu fais, etc. Ouais, quel est l'avantage Hmm. d'avoir un lieu physique? Alors, à Nice, j'avais un très joli atelier-galerie. Là, c'était vraiment un atelier-galerie parce que j'avais pion sur rue, j'avais une très grande vitrine Génial. et je faisais beaucoup d'événements artistiques là-bas. J'invitais beaucoup d'artistes, on faisait beaucoup et quand je faisais un événement, j'avais 300 personnes qui passaient dans la soirée. Donc, c'était vraiment, ça roulait. Mm. Et donc, ça m'a permis de me faire bien connaître et aussi bon, d'avoir une clientèle. Donc, c'était très intéressant pour moi. C'était un espace là. Je vivais aussi dans mon atelier. Elles étaient seules, célibataires. C'était génial. Donc, je vivais aussi dans mon atelier. J'avais une mezzanine où j'habitais dans l'atelier. Pour moi, c'était très pratique. C'est intéressant d'avoir un espace où on peut recevoir. J'enseignais également la sculpture, la même chose que j'ai fait et que je continue de faire ici à Bordeaux. Euh, pour moi, c'est intéressant quand même d'avoir un espace pour soi. Ça te donne une certaine liberté, notamment d'expression, d'avoir tout son bazar. C'est, voilà, avoir un atelier, c'est aller fouiller, c'est laisser le bazar et être prêt à aller créer quand tu as envie, quoi. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien de l'avoir. Je l'ai eu donc à Bordeaux également pendant 5 ans. J'étais donc aussi 5 ou 6 ans au fond de Dège. C'est un Mm. atelier très chouette également. Et comme, voilà, j'ai dû le lâcher parce qu'il a été vendu et les propriétaires n'ont pas voulu garder les locataires. Donc, c'est pas évident après de rencontrer des espaces comme Mm. ça sympas en centre-ville avec suffisamment grand et qui ne soit pas exorbitant au niveau du prix. C'est ça Eh qui ben est oui. un peu... Ouais. Oui. Aujourd'hui, ta carrière, une année à suivre Célia, ça ressemble à quoi? Tu fais combien d'expos, ben, tu vois, quelle est ta vie d'artiste en fait? Comment ça marche? Alors, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup. Je fais entre 3 et 4 expositions par an. Des petites, des moyennes, des grandes, ça dépend. Et puis après, voilà, je passe des mois de vacances. Je prends des mois de vacances par an. Je suis le chemin de ma fille, je prends des mois de vacances par an. Mais bon, en réalité, les vacances, je les fais tous les jours parce que faire ce que je fais, c'est vivre en vacances. Elle dit, Ouais, c'est une super conclusion. ouvrez et travailler, ce n'est pas la même chose. Donc, je suis quelqu'un qui ouvre. Je suis née pour ouvrir et je suis née pour être heureuse. Bah, t'as raison, t'as tellement raison. J'adore, on va rester sur ça parce que je trouve que c'est une magnifique conclusion. Alors, juste une dernière question quand même. Euh, Là, il y a des artistes qui nous coucou. Il y a des artistes qui nous écoutent. Quel conseil tu donnerais à des artistes qui sont au début de leur carrière? Qu'est-ce que tu leur dirais? S'il y a un conseil à retenir, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, n'aie pas peur, fonce, fais ce que tu as envie de faire.
Mais voilà, faut pas attendre. Si tu peux le faire, là, fais maintenant. Hmm. Et après, l'autre chose, c'est de ce que j'ai dit au début. Pour avancer, il faut essayer de comprendre ce que tu fais et de savoir où tu peux le placer pour peut-être pour se faire des raccourcis en fait. Parce que quand tu cherches une galerie, il faut savoir si la galerie que tu cherches, ce que tu fais rentre dans les archives de la galerie, les artistes de la galerie. Eh ben, ça sert à rien d'aller avec un travail figuratif pour une galerie qui travaille avec de l'abstraction. Enfin, c'est des petites choses comme ça, c'est tout bête, mais ça t'économise un temps de fou et surtout, ça t'économise d'être déçu chaque fois que quelqu'un va te dire non. Mais voilà, si tu aimes l'art et si c'est ça que tu veux faire, ben, vas-y, ose. Oser, quoi. Mais souvent, on se met tellement de barrières, tellement de par peur, par tout un tas de bonnes raisons, mais ouais, il faut oser. Et il y a souvent beaucoup de belles surprises en réalité quand on ose. Oui, il faut être là. Nous vivons dans des temps très bouleversants, mais qu'il faut être dans le moment présent. Il faut être dans la construction de dans quel monde je vais vivre pour revenir à Yes to Life. Hmm. Quel est le Yes. monde que je vais construire pour moi, mais pas que pour toi. Parce que quand tu construis ton monde, c'est tout un monde que tu es en train de construire. C'est le monde, c'est le monde de nous tous. Hmm. C'est chacun, voilà. Donc c'est ça. Voilà, comme dirait Gandhi, construis le monde dans lequel tu veux vivre. Au lieu de passer le temps à se plaindre du monde dans lequel on est, on laisse tomber celui-là et on va vers quelque chose de nouveau. C'est possible. Oser. J'adore. Super. Célia, un grand merci. C'était génial de papoter avec toi. Ça donne le sourire, ça donne la pêche. C'est trop bien. C'est parfait. En Et ce je t'en mois de prie. novembre gris et pluvieux, tu vois, tu as remis de la couleur dans cette journée. Puis avec tes créations derrière, elles sont juste incroyables. Voilà. Je Alors là, suis. ah ouais, c'est Je ça. suis. Là, on a pris une dose de couleur, d'énergie, waouh, c'est top. J'aime beaucoup. Bravo. Encore merci d'avoir répondu à toutes ces questions-là. Oh, Euh, te remercie. Avec grand plaisir. Je mettrai de toute façon en dessous de ce podcast vidéo, je mettrai les liens du compte Insta et du site internet de Célia. Comme ça, vous pourrez aller découvrir son Yes to Life et Yes. tout le reste. Merci. Encore merci Célia. Et puis à vous tous, à bientôt pour un nouvel épisode. Belle journée, bonne soirée à tout le monde. Salut tout le monde.